Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler moto, pour faire le débrief du Grand Prix d'Espagne du côté des Jerez de la Frontera en Andalousie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ce week-end, bilan des Bleus, top flop, points sur les différents championnats du monde. Et on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications, ça c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Vous pouvez soutenir la chaîne si vous le voulez, si vous en avez les moyens en faisant un super thanks. Et puis quand vous regardez une vidéo, vous pouvez aussi aller voir EPS 2.0. Ça c'est sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Amazon, Google, et puis vous pouvez aller voir également TikTok, il y a du contenu, le débrief notamment des courses. Une fois que je les ai vues, souvent je fais une petite vidéo TikTok. Voilà, alors à part ce week-end pour la moto, parce que j'ai pas regardé les courses en direct, la F1 aussi, mais voilà, quand j'ai le temps de regarder du sport en direct, il y a les petites vidéos TikTok. Voilà, ça permet de faire un petit complément. Pas mal de chaleur sur ce Grand Prix d'Andalousie. Je rappelle qu'on était en période de forte canicule du côté de l'Espagne. Le réchauffement climatique, ça ne s'améliore pas des masses en ce moment. Sur un circuit qui a été très technique, où il y a eu de la bagarre aux avant-postes, notamment entre KTM et Ducati. Ça a été assez intéressant, voir la bagarre Binder, Miller, Banaya, je pense notamment le dimanche, mais même le samedi c'était très intéressant. Par contre, on a eu quand même des gros soucis encore une fois avec le fait d'avoir deux grands prix, ce format sprint qui fait que les pilotes prennent plus de risques. On a eu quand même deux drapeaux rouges sur le même week-end, deux fois dans le premier tour, ça c'est un peu un problème. Et puis beaucoup trop de pénalités et surtout beaucoup trop de longues laps. Et ça, je vais revenir dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Mais bon, on s'aperçoit quand même que le format sprint, alors au départ, ça excitait tout le monde. Bon, au bout de 4 courses, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins le cas, ce format sprint. Et je pense qu'au bout d'une demi-saison, certains vont avoir marre de voir peut-être parfois la même chose le samedi et le dimanche. Parce que là, ça a été un petit peu presque le cas, à part quelques pilotes qui ont eu des différences, mais sinon c'était assez similaire entre le samedi et le dimanche au niveau du Grand Prix, c'est-à-dire à peu près, on avait à peu près les mêmes bagarres. C'était pas super fun. Et puis ça fait prendre, je trouve, beaucoup de risques aux pilotes. Bastianini est toujours parvenu. Marquez, il va tenter de revenir au Grand Prix de France. Là, Oliveira, il va peut-être de nouveau être absent au Grand Prix de France. On a pour le moment beaucoup d'absences. On n'a quasiment fait qu'une course avec le peloton au complet pour l'instant. Et encore non, parce que Paul Espargaro n'était pas là. Pour l'instant, on n'a fait aucune course avec le peloton des titulaires au complet. Ça pose quand même un petit peu des réflexions sur la dangerosité et sur... c'est bien de vouloir faire du spectacle, mais il ne faudrait pas négliger la sécurité des pilotes. Et là, je trouve qu'en ce moment, on néglige un peu trop la sécurité des pilotes. Trop de pénalités ce week-end. Il y a eu trop de pénalités. Je ne comprends pas notamment la première pénalité de Fabio. Autant la deuxième, oui, on a toujours dit, le long lap, il faut rester entre les deux lignes blanches. Si tu mords en dehors, il faut le refaire. Bon, ça vous savez, je suis d'accord. Mais la première pénalité, il ne peut pas aller ailleurs. Enfin, comment il peut éviter les deux motos? Il est pris en sandwich. Donc, comment il peut éviter cette situation-là? Je sais pas, mais du côté de la direction de course, on va peut-être m'expliquer comment il fait pour éviter cette situation-là. Comment il fait pour pas tomber. Comment il fait pour pas entraîner un autre pilote s'il tombe. Donc, il va falloir m'expliquer comment on fait. Morbidelli, c'est un peu pareil. On est un peu sur le même type d'action. Il y a eu beaucoup trop de pénalités. Et surtout, je rappelle que de base, le long lap, c'était pas fait pour ces pénalités-là. Le long lap, au départ, quand ça a été inventé, quand ça a été mis en place, c'était pour les pilotes qui dépassaient les limites de piste, pour éviter d'avoir des pénalités de 5 secondes, qui parfois tombaient en fin de Grand Prix. Donc on mettait un long lap.
Dans ce cas-là, si c'est pour mettre des pénalités à la con, on revient à 5 secondes de pénalité, 10 secondes de pénalité. On pourrait faire un stop and go aussi, un passage par la voie des stands. Mais si on considère que c'est un pilotage irresponsable, un long lap, c'est pas suffisant hein, pour pénaliser un pilote. Et le long lap, encore une fois, ça n'était pas fait pour ça au départ. C'était pour les limites de piste. On utilise une pénalité pour un truc qui n'était pas prévu au départ. Moi, je trouve que ça m'énerve parce que ça ne devrait pas être le cas. Et trop de pénalités ce week-end. En moto, il y a des contacts. Bon, il n'y a pas de rétroviseur. Sinon, il faut mettre des rétroviseurs sur les motos. Il faut mettre une petite caméra arrière comme on a sur les protos au Mans pour que les pilotes ils se voient bien. Hein. Ou sinon, on met des couloirs dans les virages. Ça, les pilotes, ils pourront pas changer de couloir. Mettre les couloirs en peinture blanche, comme ça sera bien. Il y a des contacts. En fait, j'ai l'impression que cette année, la MotoGP, elle s'inspire de la F1, mais elle s'inspire pas des bons trucs de la F1. Les courses sprint, moi je pense que c'était une mauvaise idée. Alors eux, ils ont dit qu'ils se sont inspirés du Superbike, ils sont plus inspirés de la F1 que du Superbike, avec la manière de préparer les week-ends. La réalisation télé, qui je trouve est devenue moins bien faite qu'à une époque. Autant à une époque, vraiment, la réalisation télé de la moto, ils étaient vraiment au-dessus. Autant maintenant, je trouve que, ouais, ils sont plus vraiment au-dessus. Et surtout au niveau des pénalités, là, j'ai eu l'impression de revenir à une époque où en Formule 1, dès qu'il y avait contact, c'était pénalité. Et ça, je trouve que c'est un peu un problème. Et surtout d'utiliser le long lap, qui n'est pas une pénalité qui est prévue pour ça à la base. Donc ouais, je trouve que c'est un week-end où il y a eu pas mal de soucis. Note du Grand Prix, 12 sur 20. On a eu une belle bagarre. En fait, je mets 12 sur 20 parce qu'on a eu une belle bagarre Ducati KTM. Sinon, j'aurais mis une note en dessous de la moyenne. À l'avant, la course était animée. Voilà, il y avait aussi Roré Martin. C'était vraiment bien. Par contre, les pénalités, ça m'a pourri le week-end, vraiment. Et le fait qu'en plus, on ait des courses en même temps que la F1, ça, je trouve que c'était bonne idée le samedi. Le samedi, c'était en parallèle. C'est-à-dire que la qualif moto était en même temps que la qualif F1. Et pareil, la course était en même temps. La course sprint, les deux courses sprint étaient en même temps. C'est l'idée du siècle, ça. Hein. Ça m'a fait chier de devoir tout récupérer dimanche et lundi au niveau de ce week-end de Grand Prix. Et les pénalités et la prise de risque de certains. Enfin, de la prise de risque. Oui, le format de week-end en fait m'énerve. Donc depuis le début de saison, j'ai pas mis des très bonnes notes sur les Grands Prix. Hein. J'ai pas mis des 20 sur 20, des 19 sur 20. Je mets des notes autour de la moyenne. Parce qu'à chaque fois, je trouve que, à part en Argentine où j'avais mis une un peu meilleure note, mais je trouve que pour le moment, c'est pas le format de week-end, vraiment, je le trouve pas bon. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Bilan des Bleus. Pour Johann Zarco, je vais commencer avec Johann Zarco. Un petit point de prix sur le week-end, c'est sûr que c'est pas reluisant quoi. C'est dommage le dimanche parce qu'il était dans le rythme. C'est vraiment dommage le dimanche, mais il a le problème qu'ont certains pilotes Ducati, c'est avec ce train avant qui n'est pas assez prévoyant. Ce train avant, quand il décroche subitement et ça pose problème. Pour le moment, et on sent qu'il est moins à l'aise qu'avec la moto de l'année dernière. Pour le moment, il n'a pas encore trouvé ses marques, Johann Zarco, avec cette moto. Tout le week-end, on sent que il y a des moments ça fonctionne, mais il est toujours un peu à la limite. Mais il y a des moments ça fonctionne très bien, hein, je pense notamment en qualif, ça fonctionnait très bien hein, ce week-end. Par contre, en course, sur la course sprint, il perd des positions, mais au moins il marque son deuxième point sur une course sprint, mais on voit qu'il a toujours du mal avec ce format-là. Et puis en course, la chute quand même à forte vitesse, parce que la moto elle est allée dans les air fence. Week-end au final où tu marques pas beaucoup de points, et où en plus maintenant tu es devancé au championnat par Roré Martin. Qui arrive à marquer des points sur toutes les courses sprint. Donc ça, voilà, c'est un peu dommageable pour Johann Zarco. Et puis surtout, tu prends du retard un petit peu sur le trio de tête, quoi. Sur Binder, Bezzecchi, tu es désormais à plus de 20 points de ces pilotes-là.
donc c'est un peu loin. Ouais, pour le moment, c'est compliqué, quoi. On voit que Johan, pour le moment, n'a pas la solution totalement avec cette Ducati, donc ça serait bien de rectifier le tir, parce que sinon, le Grand Prix de France, bah, il risque d'être un petit peu compliqué. Et là, on arrive quand même sur des circuits où France, Mugello, Allemagne, c'est des circuits où parfois il a fait des bons résultats. Et c'est vrai qu'on sait très bien que la deuxième partie de saison est toujours un petit peu plus compliquée pour lui. Donc ça serait bien que là il marque pas mal de points. Parce que vu qu'il n'a pas tendance vraiment à finir fort, bah, ça peut être un petit peu plus compliqué ensuite, après. On poursuit avec Fabio Quartararo. Voilà, hein, c'est compliqué pour Fabio, hein. On voit bien que la moto pour l'instant ne lui convient pas, parce que la moto est devenue très brutale. Avec le nouveau moteur, il y a plus de puissance, mais ils n'arrivent toujours pas à avoir une grosse vitesse de pointe en plus. Et certes, il y a plus de puissance, mais ils n'arrivent pas à la gérer. Donc là, il tournait moins vite qu'en 2019. C'est-à-dire 4 ans auparavant. On a fait des évolutions en MotoGP en 4 ans. Ça montre bien les atermoiements, les errances de Yamaha depuis quelques temps, qui sont aussi dus à Fabio Quartararo, parce que c'est la tête d'affiche de l'équipe. On fait le développement autour de Fabio Quartararo. Ça montre aussi que pour le moment, il n'arrive pas, il n'est pas bon metteur au point pour le moment. Il doit travailler dans ce domaine-là, où il ne parle pas suffisamment correctement aux ingénieurs. Il y a peut-être un problème de communication entre lui et les ingénieurs, où ils ne se comprennent pas entre lui et les ingénieurs. Mais depuis le début de saison, on voit bien que la moto n'est pas bonne. Si la moto n'est pas bonne, c'est aussi à cause de la tête d'affiche de l'équipe. Fabio Quartararo, c'est lui la tête d'affiche, c'est pas Morbidelli. Donc c'est là où on voit qu'il y a du travail à faire. Parce que bon, Fabio Quartararo, 11e du championnat du monde, c'est pas très reluisant. Yamaha, très loin au championnat constructeur, au championnat par équipe. C'est pas très reluisant non plus pour cette formation. Là, il est déjà à 50 points de Bagnaia. Ça commence à faire beaucoup. Et surtout, bah, on s'aperçoit qu'il a du mal à être rapide sur les différents week-ends. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a des chutes. Là, il s'est blessé un petit peu à la cheville. On va voir si c'est pas trop grave quand même. S'il n'y a pas une douleur qui ressort un petit peu après. Mais on voit bien qu'il est obligé de surpiloter, de se donner à 200% pour réussir à gagner, quoi. À gagner quelques positions, à gagner quelques points. Donc c'est quand même compliqué. Mais bon, il critique énormément Yamaha en disant qu'ils s'endorment. C'est aussi en interne, quoi. Il y a un moment, il y a des choses qui doivent pas aller. Et c'est dans son langage à lui où il faut faire mieux. Parce que c'est le leader de l'équipe. Donc quand l'équipe ne performe pas, c'est aussi un petit peu à cause de leader. C'est pas seulement à cause de Lin Jarvis et des ingénieurs japonais. Donc c'est à tout le monde de rectifier le tir. Mais pas seulement aux ingénieurs japonais, également à lui. Parce que sinon, oui, la saison va être très très longue. Et à un moment, il faudra se poser des questions sur l'intérêt de Fabio de rester chez Yamaha, ou pas plutôt d'aller dans une autre équipe qui peut lui proposer une moto sur laquelle il peut s'imposer. Regarde ce que fait Jack Miller avec KTM, c'était un bon choix de changer d'équipe. Peut-être que Fabio aurait dû quitter à un moment Yamaha un peu plus tôt. Tech 3, il marque encore des points. Folger, ça a été un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il a moins trouvé l'ouverture sur ce week-end de course, Jonas Folger. Mais du côté d'Augusto Fernandez, on a encore marqué des points et il fait du bon boulot, Augusto Fernandez, parce que 17 points marqués depuis le début de saison. Il a fini tous les grands prix. Ils sont pas si nombreux que ça à avoir fini toutes les courses longues.
Donc plutôt un bon début de saison, hein, d'Augusto Fernandez qui fait du bon boulot du côté de Gaz Gaz, et j'ai l'impression qu'on est plutôt satisfait du travail qu'il fournit du côté d'Hervé Poncharal. Donc ça c'est plutôt intéressant, surtout que c'est quand même pas facile pour lui parce il a pas Paul Espargaro. C'est-à-dire que c'est pas évident quand tu t'attendais à avoir une première saison où tu n'aurais pas le poids de l'équipe entièrement sur les épaules et que tu te retrouves à avoir tout le poids de l'équipe sur les épaules. C'est pas facile à gérer, donc pour l'instant il fait du bon boulot Augusto Fernandez, donc bien joué pour le pilote espagnol sur cette première partie de saison. Et bien on passe tout de suite au pilote au top. On passe aux équipes et aux pilotes au top. Je commence avec KTM. Ce Grand Prix est la confirmation d'un très bon début de saison de KTM. On a l'impression que KTM, c'est toujours une année sur deux qu'ils arrivent vraiment à faire des très bons trucs. L'année dernière, ça avait été très compliqué, mais ils avaient dit, bon, on s'était planté sur le choix de châssis. On avait choisi un type de châssis qui convenait que sur les pistes à faible adhérence et qui ne fonctionnait pas sur 90% des pistes. Et c'est vrai que sous la pluie, la KTM avait été redoutable. Mais sur le sec, ça avait été souvent très compliqué pour KTM. Et là, cette année, ils ont bien rectifié le tir. Et on a de nouveau KTM performant. Et en plus, quand tu as un duo de pilotes qui a l'air de bien s'entendre et qui travaille très correctement, et qui a l'air d'avoir aussi un style de pilotage assez proche, ça peut faire du bon boulot. C'est vrai que Binder et Miller, ce week-end, ils ont été toujours très proches entre eux. Et puis, forcément, quand tu as deux pilotes qui se tirent la bourre, et voilà, le niveau augmente foncièrement. Et je pense que Binder, il n'a pas toujours été challengé. L'année dernière, il était moyennement challengé par le pilote qui était numéro 2. Et là, c'est vrai qu'il est challengé. Et puis en plus, là, ce week-end, il y avait Pedrosa. Quand ils ont vu Pedrosa performant le vendredi, ils se sont dit on ne peut pas passer pour des ridicules par rapport à un pilote wildcard. Donc ça leur a fait hausser le niveau. Et ça s'est vraiment super bien passé pour cette équipe KTM qui a vraiment fait du super bon travail pendant toute la semaine. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le résumé de leur début de saison qui est excellent. Où on a deux pilotes qui marquent des points. Alors oui, des fois Miller fait des erreurs. Des fois Binder aussi, hein, c'est deux pilotes qui parfois prennent un peu trop de risques. Mais bon, on a marqué quand même beaucoup de points chez KTM. Et quand on voit qu'Aprilia est peut-être un peu en difficulté pour le moment, avec des soucis de fiabilité, notamment pour Maverick Viñales dans le dernier tour avec sa chaîne, ou un Alex Espargaro qui a tendance à tomber un peu trop souvent, et KTM pourrait vraiment avoir des opportunités de prendre pourquoi pas la deuxième place du championnat constructeur, ce qui serait vraiment très très bien pour eux et ce qui confirmerait un petit peu ce qu'on avait vu en 2021, mais ce qui avait été compliqué en 2022. Voilà, on retrouve enfin KTM à un très bon niveau. Et vu les budgets de cette équipe, forcément, c'est toujours plus intéressant que quand ils sont derrière. Puis ça permet d'avoir de la bagarre et d'avoir des variétés dans les bagarres. Et puis bon, c'est quand même inquiétant, c'est que on voit que maintenant, pour les motos japonaises, c'est très compliqué d'approcher le top 10 depuis que le début de saison. On a parfois des top 10 complets remplis de motos européennes. Alors certes, il y a 8 Ducati, mais là par exemple ici, vous aviez les KTM, vous aviez Aprilia, vous n'aviez pas que des Ducati dans le top 10. Donc ça montre bien que vraiment les Européens ont pris le pouvoir en MotoGP. Et si on avait dit ça il y a 10 ans, je pense que beaucoup de gens auraient traité cette personne-là de dingue. C'est un mec qui avait dit dans 10 ans vous verrez, c'est les Européens qui gagneront et pas que Ducati. Je pense que à l'époque, MotoGP c'était que les Japonais et les autres constructeurs étaient pas forcément intéressés. Et puis il y avait une hégémonie japonaise depuis 30 ans quasiment, depuis les années 70. Et là, c'est vrai que de voir les Européens de nouveau au top, c'est là où on comprend que le marché aussi de moto a bien changé. Il manquerait plus que BMW et ça ferait une belle bagarre. Bon, pour l'instant, BMW ne veut pas se lancer en MotoGP, mais quand on voit, ou Triomphe aussi, pour être présent en MotoGP, parce que quand on voit aujourd'hui ce qu'on sont capables de faire les Européens, avoir un autre constructeur, ça pourrait être intéressant en MotoGP, un autre constructeur européen.
Puis on voit que c'est quand même un championnat aussi qui attire. Là, il y avait encore, je crois, 160 000 personnes sur le week-end. On sait comment il y aura plus de 200 000. Ça va être une énorme fête. Donc on sait que c'est quand même un championnat qui attire. Et je pense que c'est un championnat qui te permet de vendre des motos aussi. La Formule 1, bon, c'est plus compliqué. Tu peux être fan de Formule 1, mais pas forcément acheter une Ferrari parce que tu n'auras jamais les moyens de t'acheter une Ferrari. Par contre, tu peux être fan de moto, t'acheter une Ducati. Bon, aujourd'hui, une moto performante, c'est 15 000, 20 000 balles. C'est pas non plus un budget inatteignable. Hein. 15 000 balles, c'est une bagnole pas top aujourd'hui. Donc, ça peut être intéressant aussi. Banaya, bah, enfin, il n'est pas tombé le dimanche. Il était revanchard, je pense, ce week-end, Banaya. Il avait envie de remettre l'église au centre du village, comme on dit. Il avait envie de remontrer à tout le monde qu'il avait fait des erreurs. Et puis, en plus, ses propos après le Grand Prix des États-Unis, où il s'était quand même assez mal exprimé. Il y avait une idée, mais il l'avait très mal dit de son idée. Là, ça a été beaucoup mieux, Banaya. On avait vraiment le sentiment qu'il était en opération reconquête du côté de Banaya, c'est-à-dire qu'il avait vraiment envie de remontrer à tout le monde que c'était le pilote dominateur. Ça a commencé le samedi avec un pilotage très propre où il fait pas d'erreur et où il pilote de manière très calme du côté de Banaya. Et puis bon, bah, le dimanche, il attaque au bon moment, il fait l'effort au bon moment et il arrive à créer le gap. Un petit gap, hein, pas énorme, sur Binder, mais ça suffit pour qu'il s'impose. Et ça a vraiment été une belle course de Banaya. Vraiment, j'ai bien aimé sa course du dimanche. Je trouve qu'il a vraiment complètement maîtrisé son rythme et on a retrouvé un peu le Banaya des fins de saison, tout simplement. Mais le Banaya aussi qui avait été bon l'année dernière à Jerez. Parce que c'est vrai qu'il avait vraiment été performant également sur ce Grand Prix où il avait maîtrisé son allure malgré le fait qu'il avait à ce moment-là Quartararo dans sa roue. Et Banaya a maîtrisé complètement sa performance sur ce circuit. Et on voit que c'est un circuit qui lui réussit bien parce que 2 victoires 2 années d'affilée, c'est quand même pas mal. Et puis je termine avec Jorge Martin. Lui aussi, c'est un circuit qui lui convient bien, comme Binder aussi. Mais ce que j'ai aimé, bah là aussi, hein, c'est un pilotage beaucoup plus calme, moins de prise de risque de la part de Martin, même en peloton. Quelques rares moments où il a été en peloton, je l'ai trouvé beaucoup plus calme. Le samedi, j'étais pas surpris qu'il soit devant. Par contre, le dimanche, j'ai trouvé beaucoup plus mieux en termes de pilotage. À un moment, je me suis dit, ah, il a Zarco dans ses trousses, il va peut-être faire des erreurs, mais au final, c'est Zarco qui tombe. Et à un moment, je me dis, ah, il va peut-être un peu trop forcer parce qu'il va vouloir revenir sur le pilote qui est devant lui à 1,5 seconde. Et ben non, il n'a pas trop forcé dans son pilotage. Donc non, il a été très calme, Jorge Martin, et ça fait des bons gros points pour son équipe, des bons gros points également pour lui. Il se retrouve devant Zarco au championnat du monde et c'est vraiment un week-end complet et j'espère qu'il va s'en servir pour ses prochaines courses parce que jusqu'à maintenant c'était quand même un petit peu compliqué pour Jorge Martin avec pas mal de chutes et j'espère que là il va comprendre que en pratiquant ce pilotage là il est capable d'être rapide et en même temps d'être fiable et c'est ce qu'on demande à un pilote de MotoGP, c'est à la fois d'être rapide mais également d'être très fiable. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, Joan Mir. Compliqué pour Joan Mir. Ouais, il n'est pas dans le coup, quoi. Hein. Il n'est pas dans le coup, beaucoup trop de chutes. On voit bien que jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à trouver la solution. Joan Mir, surtout, bon, bah, il est derrière Binder. Ça, c'est plus problématique pour Joan Mir. C'est qu'il est derrière le pilote. Alors certes, qui a fait une course auparavant, il avait fait Austin, Bradle, mais voilà, on a connu quelques pilotes qui finissaient derrière le pilote remplaçant, qui finissait derrière Bradle. C'est toujours un petit peu gênant. Et puis même à un moment, sur les débuts de course, Lecuona, il arrivait à être devant. Alors il tenait pas tout le rythme du Grand Prix, mais Lecuona, il arrivait à être devant en début de course. Donc ça aussi, c'est quand même pas très rassurant pour Joan Mir. Et puis surtout début de saison, pour le moment, il a fini très peu de courses quoi, sur son début de saison. Hein. Pour l'instant, des Grands Prix, il en a fini un seul. C'était le Grand Prix au Portugal. Il n'était pas présent en Argentine.
vu qu'il était tombé lors de la course sprint, abandon aux États-Unis, abandon ici en Espagne, ça commence à faire beaucoup et surtout il se retrouve très loin, seulement 20e. Et on a tendance un petit peu à dire que il est plus proche de suivre la situation dans laquelle s'est retrouvé notamment Jorge Lorenzo et Paul Espargaro ou même Alex Marquez que plutôt d'être dans la situation de d'autres pilotes qui arrivaient à s'en sortir un peu plus avec cette machine. Je pense à Cal Crutchlow. C'est là on voit que la situation elle est compliquée pour Joan Mir. Il savait que ça allait être dur, mais je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que ça soit dur à ce point-là. Alors là, ce week-end, du côté de Honda, ça a été compliqué, hein, avec Iker Lecuona qui était pilote remplaçant, mais même Alex Rins a abandonné, donc ça fait un peu moins mal, on va dire, au moral. Parce que Alex Rins, il a très vite oublié son week-end victorieux du Grand Prix des Amériques. Mais ouais, du côté de Joan Mir, s'il enchaîne les mauvaises performances, et bon, pour l'instant, il y a encore l'attrait de la nouveauté, mais à mi-saison, si ça devient pareil pour la Grande-Bretagne ou pour l'Autriche, il va commencer à y avoir une lassitude, et puis peut-être que chez Honda aussi, il y aura une lassitude, et on commencera à avoir des doutes sur le choix de recruter Joan Mir. Et est-ce qu'on a est-ce qu'on va pas intervertir, c'est plus facile, deux pilotes entre une moto LCR et une moto 1 pour tenter un minimum de marquer des points pour l'équipe officielle Repsol Honda. Ça va commencer à se poser comme question. Raúl Fernandez, toujours pas de rythme. C'est-à-dire que vraiment il enchaîne les courses et il enchaîne les courses nulle part. Là il finit 15e, mais bon, il n'y a pas grand monde derrière lui, quoi. C'est-à-dire qu'il finit 15e, mais derrière Raúl Fernandez, c'est Iker Lecuona à Solger. Et il finit pas devant, il met pas une marge à Iker Lecuona. Hein. Iker Lecuona, il est à 4 dixièmes. Sur un Grand Prix de 25 tours. C'est pas évident. Hein. Il va pas se mentir que du côté de Raúl Fernandez, il va falloir trouver très vite des solutions. Surtout qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer pour Miguel Oliveira, mais c'est vrai que le type RNF marque pas beaucoup de points et il ne s'attendait pas à ça en début de saison, vu ce qu'ils avaient fait lors des essais de pré-saison, être très performants sur la Aprilia. Que là, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Et Raúl Fernandez, on attendait un sursaut d'orgueil un petit peu de ce pilote-là cette année, et pour le moment, rien. Pas de sursaut d'orgueil, c'est vraiment pas top, quoi. C'est vraiment nul, même on pourrait dire. Donc il va falloir vraiment s'améliorer et vraiment faire mieux, parce que sinon, je le vois pas rester longtemps en MotoGP. Et puis je termine avec Aleix Espargaro. Encore une chute lors de la course sprint. Alors oui, il finit 5e le dimanche, mais on sait très bien que cette année en MotoGP, il faut faire des week-ends complets. C'est-à-dire faire des week-ends à la fois être bon le samedi et le dimanche. Et le problème d'Espargaro, c'est qu'il n'arrive pas à être régulier. Beaucoup trop de chutes depuis le début de saison. Bon, il l'a dit, je fais une saison comme Bastianini. Pas comme Bastianini, comme Banaya, pardon. Mais c'est quand même pas top. Hein. Alors là, il profite du fait qu'en plus Viñales a eu un problème lors du Grand Prix. Donc c'est vrai que Viñales a pas pu marquer beaucoup de points. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, quand même, Viñales c'est plus performant qu'Aleix Espargaro. Même Miguel Oliveira, entre deux blessures, est plus constant en performance qu'Aleix Espargaro. C'est presque le 3e homme sur les motos Aprilia. Ça, c'était pas forcément prévu en début de saison aussi pour Aleix Espargaro. Et bon, là encore, on est au 4e Grand Prix, mais si ça continue à être comme ça à mi-saison,
il va commencer à avoir un petit peu la pression parce que son statut dans l'équipe sera menacé face à Vignales et puis qui se dira dans un an, quand mon contrat, je sais plus quand son contrat s'arrête à Espargaro, si c'est dans un an ou dans 2 ans, je vais peut-être pas être renouvelé moi. Va peut-être falloir que je regarde ailleurs. Et ça, c'est vraiment le pire, je pense, pour un pilote. Donc, alors, il y a Marquez aussi, Alex Marquez, qui est un peu dans cette même situation parce que lui, il a une bonne moto, mais jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il a eu pas mal de chutes. Alors, parfois, c'était pas de sa faute. Parfois, c'était de sa faute, Alex Marquez. Là, ce week-end, c'était un peu plus de sa faute. Mais c'est vrai que ce sont deux pilotes qui ont une voiture qui est pas mal, mais qui, pour le moment, tombent trop souvent. Donc, il va falloir rectifier le tir pour ces deux pilotes. On passe aux différents classements. Je commence avec le classement par pilote. Classement pilote, championnat du monde pilote, Banaya en tête avec 87 points, 22 points d'avance sur Marco Bezzecchi. C'est la belle opération au championnat du monde de ce week-end quasiment parfait. Binder qui remonte également largement au classement avec là aussi un week-end pas loin d'être parfait avec 62 points. Derrière, il y a déjà une petite coupure avec Jack Miller, Vignales, Luca Marini. On a beaucoup de pilotes on a une dizaine de pilotes qui sont aux alentours de 40 points. Ensuite, dans les pilotes qui sont un peu plus en difficulté, on a Johan Mir, on a du Raúl Fernandez seulement 23e, et puis on a du Nakagami remonte un petit peu au championnat du monde avec la 17e place. Les classements des deux Français, Johan Zarco 9e, Fabio Quartararo 11e. Fabio, il a 40 points. Johan, il en a 46. On passe au classement constructeur. Pour l'instant, c'est Ducati qui mène sans grande surprise. L'intérêt est plutôt pour la deuxième place où KTM fait la bonne opération ce week-end en prenant 14 points d'avance sur Aprilia. Honda est désormais quatrième avec 20 points. Et puis Yamaha, toujours en 5e position. C'est un petit peu compliqué pour Yamaha avec 49 points. Et puis du côté du classement par équipe, Red Bull KTM revient sur la VR46 avec seulement 2 points d'écart. Pramac est 3e. Dommage la chute de Johan Zarco parce que ça leur coûte des points. Ils pourraient être également à la bagarre avec les deux équipes de devant. Ducati 4e qui remonte grâce au week-end parfait de Pecco Bagnaia. Mais pour le moment, c'est surtout Bagnaia qui marque des points et un peu Pirot. Bastianini encore absent. Aprilia 5e, Yamaha 6e, LCR Honda 7, Gresini 8, RNF 9 et puis Gaz 10e et Repsol seulement 12e seulement 11e avec 12 points et qui commence déjà à avoir un petit peu de retard, notamment sur Tech 3. Nous, on se retrouve pour le prochain week-end de course qui sera du côté de la France, avec le Grand Prix de France. Ça sera le 14 mai, dans 15 jours, le 1000e Grand Prix de l'histoire de la MotoGP. Ça sera lors du Grand Prix de France sur le circuit du Mans. Il y aura de la fête. Donc on se retrouve pour cette prochaine course. Il y aura une belle ambiance du côté du Grand Prix de France. Et puis ça sera le seul Grand Prix du mois de mai. Petite particularité, en Formule 1, il n'y a eu qu'un seul Grand Prix en avril. En moto, ça sera au mois de mai. Moi, je vais presque vous dire que ça m'arrange parce qu'en F1, il va y avoir pas mal de courses. Et puis, il va y avoir le Giro. Vu qu'on aura le Grand Prix d'Italie le 11 juin ensuite, et puis il y aura le Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix des Pays-Bas, et puis ensuite il y aura de nouveau une pause vu qu'il n'y a plus le Grand Prix du Kazakhstan qui a été abandonné avant d'aller en Grande-Bretagne le 6 août. Donc voilà, il y a des petites cassures dans ce programme de championnat du monde, parce que oui, c'était prévu le 9 juin. Je crois le Grand Prix le 9 juillet, c'était prévu le Grand Prix du Kazakhstan et ça a été annulé, cette course du côté de Sokol. Et ça m'arrange aussi un petit peu parce qu'avec le Tour de France, ça aurait été sinon un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!